Bonsoir, vous regardez Click, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h50 à la télévision et quand vous voulez sur MyCanal. Aujourd'hui, nous allons vous faire revivre les meilleurs moments de Click grâce à Fatou Diom, VG Dream, Alban Ivanov et l'académicien Eric Orsena. Vous retrouverez aussi les points sur les i de Clément Viktorovitch et HF. Salut Fabien. Salut. T'es encore malade, tu es l'invité qu'on a le plus reçu. C'est vrai, vous avez fait des statistiques, c'est moi? Exactement, c'est toi et la personne qui est le plus venue dans Click. C'est un honneur. Et c'est un honneur pour nous. La vie scolaire cartonne. Collection, 16 ans de carrière, 6 albums studio ainsi que quelques inédits et live. On y retrouve les plus beaux duos, notamment avec Francis Cabrel, Richard Boringer, Charles Aznavour et des featuring avec Kerry James ou Oxmo Puccino. On écoute un extrait. Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé mon inspiration. On vient d'écouter Je viens de là. Extrait de la vie scolaire. Vous dites, je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Est-ce que vous venez de là où désobéir, c'est une nécessité? C'est vrai que tout petit, on t'apprend à obéir. Tes parents, quand même, dans l'ensemble, ils t'apprennent plutôt à respecter les règles. Tu arrives à l'école, on t'apprend à obéir. Et très vite, quand même, tu t'aperçois que désobéir, c'est quand même un peu la classe, quoi. C'est ça. Et je pense que là où on a grandi, voilà, en banlieue parisienne, j'ai l'impression qu'on l'apprend peut-être un petit peu plus tôt qu'ailleurs, quoi. Fatou Diom, ce sont des œuvres, mais aussi un parcours. Peu de gens le connaissent. Vous êtes né en 68 au Sénégal. Vous vouliez devenir professeur de français. Et là, patatras, vous tombez amoureuse d'un Français. Et vous décidez de venir en France en 1994. Et là, repatatras, sa famille ne vous accepte pas. Oui. En fait, c'est d'abord un Français qui tombe amoureux de moi. Fierté. Et il a réussi à me convaincre parce qu'ils sont têtus quand ils veulent. Hein. Et donc voilà. Et moi, j'aime les cœurs d'artichaut. J'ai suivi et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ce magnifique pays. Je suis d'abord venue en vacances l'été 93. Et après, on s'est mariés. Et puis Cupidon a fait son travail. Et j'ai fait mes valises. Et là, vous découvrez que sa famille ne vous accepte pas. Oui, Mais vous êtes plus tombée que... amoureuse de la France que de votre mari. Mais d'abord de mon chéri quand même. Il faut lui rendre hommage à ce bonhomme. Mais la France, c'est restée belle, telle que je l'ai imaginée. Avec ou sans le petit chéri, il y a Marianne. 2 ans plus tard, vous divorcez, vous manquez d'argent. Oui. Et pour payer vos études, vous devenez femme de ménage, Oui. tout en continuant les études. Je fais briller les vitres, mais en point vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous avez fait des remarques assez incroyables sur comment les gens vous voient quand vous êtes femme de ménage, alors que vous êtes lettrée, que vous êtes cultivée. Oui, ils pensent que vous êtes à peine plus intelligente que le balai, puisque c'est vous qui poussez le balai. Ça commence comme ça. Et c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, tous les problèmes de la société, finalement, nous pouvons les résoudre avec le dialogue. Je suis peut-être trop optimiste, mais j'y crois. Donc, il suffit juste parfois de prendre 5 minutes pour discuter avec une personne. Donc, les femmes de ménage, quand vous les croisez, arrêtez-vous, s'il vous plaît, regardez-les et dites bonjour. Parce que sinon, on finit par penser que voilà, la serpillière, c'est une prolongation, c'est un prolongement de notre corps, et ce n'est pas le cas. Donc, il faut dire bonjour aux femmes de ménage, s'il vous plaît. On leur passe un gros bonjour aux femmes de ménage et aux hommes de ménage. Oui. En 2002, vous obtenez la nationalité française, vous sortez un premier recueil de nouvelles, et votre premier grand succès arrive en 2003, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans plus de 20 langues. Question très simple, quand on vient du Sénégal, qu'on quitte son pays pour aller en France, et qu'on fait rayonner la langue française après dans 20 pays, comment on se sent? On se sent apprenti, on se dit que Marguerite Yourcenar a existé, Achia Djebar a existé, et que j'ai encore beaucoup de travail. Donc j'ai l'âme d'une étudiante. Je suis consciente d'avoir des aînés qui sont là comme des étoiles et je les regarde, j'essaie de marcher dans leurs pas et je me dis toujours que ce n'est jamais assez. On n'a pas assez appris, donc il faut toujours apprendre. Vous publiez Beaumarchais, un aventurier de la liberté aux éditions Stock. Dans ce nouveau livre, vous rendez hommage à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, l'auteur du XVIIIe siècle qui a écrit Le mariage de Figaro et Le barbier de Séville, à savoir qu'il l'a écrit plusieurs fois. On découvre aussi toute les vies de Beaumarchais, qui était un homme à la fois épris de liberté, mais terrorisé par la Révolution. C'est un écrivain qui a été aussi, tenez-vous bien, le mec, il a été espion, horloger, marchand d'armes, businessman.
En fait, ces pièces de théâtre représentent qu'un infime pan de tout son travail. Et là, j'aimerais qu'on accueille un jeune homme qui a lui aussi eu plusieurs vies. Il est auteur, interprète, il est mélodiste, il est businessman, il est visionnaire. Il s'appelle VG Dream. C'est beau marché. Exactement. Vous êtes là pour l'album Attack Ban qui est sorti cet été. Ouais. On vient d'entendre votre dernier titre, Elle est bonne sa mère, ça aurait pu être du beau marché. Tout à fait. Ah bah, typique. Parce qu'il y a un verbe dans ce livre que j'adore, c'est guerluchonner. Oui, il faudra qu'on... Parce d'ailleurs, on va qu'il guerluchonne beaucoup. Hein, J'ai VG cru Dream. le voir, puis il a de quoi faire. Expliquez-nous ce que ça veut dire guerluchonner. On peut dire faire des câlins poussés. Entre adultes très consentants. Ah, d'accord. Et ça n'empêche pas d'être inventif. Ok. C'est aussi tout ça. On est dans la guerluchonnerie avec VG Dream Un petit peu, ouais. Ouais. Il y a un mot que j'utilise beaucoup, c'est le mot charreau. Et beaucoup de jeunes en Afrique ou dans les quartiers en France se reconnaissent à travers ce mot. Ça veut dire quoi, charreau? Charognard, ça peut avoir plusieurs sens, mais en vrai des vrais, charognard, c'est vraiment la détermination, quoi. Tu lâches pas, tu vas jusqu'au bout. C'est ça, un vrai charognard, tu vois. L'exemple du charognard, nous, quand on parlait de ça, c'était plus le mec qui, tu vois, quand tu vois une jolie fille passer, tu vas l'accoster, tu la lâches pas. Ouais, non, mais je vais pas donner mon numéro, mais s'il te plaît. Tu vois, tu te vends, quoi. Tu lâches pas jusqu'à tel numéro et tu repars. C'était ça la vraie définition. Mais aujourd'hui, plus globalement, c'est vraiment tu lâches pas, quoi. Tu vois, en mode, quand je suis dans mon travail, je suis en mode charreau, je lâche pas, je suis déterminé jusqu'au bout. C'est ce que ça en est devenu aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des enfants, aujourd'hui, dans les cours d'école, ils chantent Pouloulou. Ouais, ça doit être... Ils chantent du lundi au lundi. Ouais. Ils chantent les tubes de Niska. Ouais. Et on se demande, mais est-ce qu'ils comprennent les paroles? Parce que les paroles, elles sont beaucoup plus crues que... Mais moi, franchement, si je dois te parler de moi, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas tout. Hein. C'était beaucoup à la rythmique, beaucoup à la gimmick, à la mélodie. C'est en grandissant qu'il y a des textes que je disais, ah ouais, d'accord, en fait, c'est par exemple le Angela, tu te rappelles celui-là? Ouais. Je savais pas moi qu'est-ce qu'il disait, moi. Il disait Mais quoi? je le chantais par cœur. Moi, un kiff, tu vois. Ah ouais, il disait en gros, je te ken, quoi, c'était sale. J'ai pas compris. Pas quoi, je comprends pas. Non, mais tu vois, moi, je l'ai chanté, mais je savais pas c'était quoi. C'est après, quand j'ai grandi, qu'on m'a expliqué, je dis, ok, d'accord, c'était très sale. Et ça te fait quoi quand tu vois des enfants chanter des paroles sales? Est-ce que ça te fait rire ou est-ce que tu dis... Mais Ah, les enfants, je me rassure en me disant qu'ils comprennent pas. Oh, ça va, ils comprennent pas, ils suivent le rythme. T'es sûr qu'ils comprennent pas? Ah, je pense qu'ils comprennent pas tout, en tout cas. Ouais. Ouais, parce qu'après, il y a des mots, c'est fait exprès. J'ai dit en super argot, si tu préfères. Vraiment les trucs du 91 que je sais qu'il y a qu'une minorité qui vont comprendre, quoi. Donc si eux, ils comprennent, c'est que c'est bizarre. En tout cas, ce qu'ils comprennent, c'est... Ah, ça, ils comprennent. ça, ils comprennent. Je parle de VG Dream aux gens, vous allez voir, regardez à quel point c'est phénoménal dès qu'on parle de VG Dream. Oui, attends, Vous connaissez VG Dream? Non, du tout. Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. À votre avis, c'est quoi? Je sais pas, un journal ou une chaîne YouTube? Vegan, végétaline, est-ce que c'est moi? C'est sorti pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, d'accord. J'étais pas là, j'étais en train de dormir. À votre avis, qui contrôle le terrain? Je sais pas. Le gardien de but? Comment il s'appelle? Kanté, N'Golo. Kanté. Ça me fait penser au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix sur cette terre. C'est beau. Donc, le dernier morceau de VG Dream avec Nino, Elle est bonne sa mère, lui fait penser à l'amour, à la joie, à la paix et au bonheur sur cette terre. C'est cool, hein. Eric Orsena, il y a 5 ans, VG Dream n'était pas connu, il dansait. Ouais. Et il y a 2 ans, on chantait ses chansons à l'Élysée. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion. Et merci. C'est dingue. C'est dingue ce qui vous arrive avec ce morceau. C'est dingue, ouais, c'est dingue. C'est ce qu'il a Franchement, fait. je m'y attendais vraiment pas. J'ai fait un gros tube qui a dépassé les frontières, qui a été écouté partout dans le monde. Et il y a eu des statistiques du genre, depuis 2018, la langue française n'avait jamais été autant exploitée à l'extérieur. Et d'ailleurs, au titre de l'Académie française, je me lève et je vous remercie. J'ai toujours voulu dire ça à la télé. Maman, regarde. J'accueille en exclusivité à la télévision française Carl Lewis. Bienvenue.
Thank you. Merci. Comment ça va? Good. Bien. In French. Oh, good. Great. Carl Lewis, vous avez pris l'avion pour venir en France. À l'aéroport, est-ce que vous avez dit, je veux voir des Français? Pour vous, c'est quoi un Français? Vous pouvez y aller. Hein. That's a loaded question. Ça, c'est une question qui a beaucoup d'implications. Hein. Bon, en fait, l'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée dans ma vie, c'est quand la première fois j'ai commencé à voyager. Le premier endroit où je suis allé dans le monde, c'était à Moscou, le 17 novembre, en 79. Et mon ami, mon mentor, mon manager à l'époque m'a dit, chaque fois que tu vas dans un pays, on va aller voir un musée et manger local. J'avais 17 ans. Et donc, pour moi, des nouveaux endroits, c'est vraiment une extension de l'expérience de la vie, où qu'on soit dans le monde. J'adore le monde entier. Et ça me fait encore plus apprécier mon propre pays parce que je peux comprendre qu'il y a tellement de choses à apprendre dans ces autres pays, dans tous les autres pays. Et quand je vais dans les musées ici à Paris, quand je vois à quel point les gens sont sympathiques, et à quel point ils vous acceptent. Et puis les restaurants, la nourriture, le vin, tout ça, c'est des choses que j'ai ramenées chez moi. Donc c'est ça que j'adore vraiment dans les voyages. Et quand j'ai dit aux gens que j'allais à Paris, on m'a dit « Oh, tu vas à Paris ?» Donc ça a encore vraiment ce cachet dans le monde entier, c'est sûr. Carl Lewis, je vais vous présenter un Français. Mais pas n'importe quel Français. Vous avez parlé de nourriture, vous avez parlé de vin. Un Français qui cumule tout ça en même temps. C'est mon Français préféré. Vous allez vouloir le ramener avec vous. Il s'appelle Alban Ivanov. Si un jour, on m'avait dit qu'on serait à Canal+, en clair à 19h55, et que je recevrais Alban Ivanov avec Carl Lewis. Alban, est-ce que tu peux expliquer à Carl Lewis c'est quoi un Français? Mais je parle pas anglais, frérot. Non, mais on va traduire. Traduire. C'est quoi un Français? Ouais. Un Français, c'est une grande gueule, c'est quelqu'un qui râle, qui aime bien manger, bien boire. Travailler, c'est bien, mais les vacances, c'est mieux. Voilà. Moi, c'était pas le but, tu vois. Moi, je préférais faire LEA, mais elle m'a dit non, il faut faire du tourisme. Ça n'a rien à voir, C'est juste que l'école, c'est pété, il faut dire la vérité. Non, t'abuses. Tu sais comment ils apprennent l'anglais aujourd'hui, les jeunes? Ils regardent des séries américaines, ça craint. Ah, bah ça, c'est quand même bien un prétexte pour regarder des séries, les gars, trouver de techniques. Ouais, maman, je fais mes devoirs. Oui, t'inquiète, X au carré, ouais. T'as vu Jon Snow et Daenerys, ils ont bouilli ensemble, alors qu'en fait, Daenerys, c'est sa tante, oui. C'est sa tante? Moi, vous savez ce que je pense là-dedans, quand même? C'est que c'est beaucoup plus agréable d'apprendre l'anglais avec Daenerys plutôt qu'avec Madame Roufignac. C'est qui, Madame Roufignac? Madame Roufignac, elle s'en rappelle, c'était ma prof d'anglais en 3e. Hakim, shut up, Hakim, be quiet. Inch'Allah, vous êtes enceinte et c'est pas vous la mère. Commence pas à essayer de maudire les gens, à faire le nerveux, là. À la base, tu parles pas anglais. Tu regardes les séries en français, toi. Encore voilà. On habite où, Fadi? On habite en France. Je veux perfectionner mon français, j'ai pas l'intention de vivre ailleurs, moi. Je sais pas, perso, moi, je peux pas regarder une série en VF, tu sais, t'as pas les émotions, t'as pas le même... Mais tu te prends pour qui, Fadi, pour parler comme ça? Perso, moi, je peux pas regarder en VF. Mais tu crois que t'es qui, toi, frère? Vous vous prenez pour des gens originaux, quoi? Pourquoi tu t'énerves? Vous êtes mal habillés, vous puez la merde. Mais qu'est-ce qui est le rapport? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'attaques les gens? On te dit juste qu'une série, on la regarde dans la langue d'origine. Une série en anglais, tu la regardes en anglais. Une série en français, tu la regardes en français. Ok, et une série en turc? Je la regarde pas. Fadili, et le roi lion, tu le regardes en lion? Manu Payet, il y avait une anecdote. Une anecdote que vous avez racontée qui m'avait beaucoup touché, c'était de raconter le choc du rond-point de la Concorde aux Champs-Élysées quand on arrive en France et qu'on voit ça à Paris. Ah ouais, le choc du rond-point, il est fou, parce que je me suis dit, quand je l'ai pris la première fois, le rond-point de l'Arc de Triomphe, de l'Étoile, je me suis dit, je pourrais jamais conduire là. Il n'y a pas de trait par terre, les mecs font, chacun fait ce qu'il veut, et pourtant personne ne se rentre dedans. C'est dingue, ouais. Moi, ça c'était un peu avant, là, ouais. Et puis après, quand j'ai conduit là et tout, ma mère, elle m'a regardé dans la voiture comme ça, elle dit, bah dis donc, ça c'est une Fiat, vraiment. Sans un accident, bravo mon fils. Elle était plus contente que je fasse ça en bagnole que je joue mon spectacle à l'Olympia, tu vois. Aujourd'hui, Eric Orsena, vous soutenez Cédric Villani à la mairie de Paris, qui a présenté sa candidature. Ce week-end, j'aimerais vous faire réagir à la une du journal du dimanche, qui écrit « Cédric Villani, c'est, entre parenthèses, rare idée pour Paris ». Oui, alors ça me fait marrer parce que ça, c'est exactement la titraille.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit les idées qui sont intéressantes, et en tout cas nécessaire qu'il y ait un débat. C'est-à-dire une ville comme Paris, qui a tellement de problèmes, mais aussi tellement de potentiel, mérite un vrai débat. Alors, l'attirail, c'est formidable. Il y a dans le corps, on dit ses idées, et puis après, on met ses rares idées. Donc ça aussi, c'est une escroquerie. Comment ça va? Ça va bien. Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, Mouloud, je te propose de faire un exercice d'imagination. On va imaginer que tu veuilles te présenter à une élection. Au hasard, la mairie de Paris, pourquoi pas. Bon, tu vas devoir faire... Il y a des espaces pour qu'on balade nos chiens partout. Exactement. Du coup, tu vas devoir proposer ce genre d'idée dans un discours. Et dans ce discours, c'est mieux si tu arrives à te faire applaudir. Oxmo Puccino, ministre des rues. Tu as deux manières de te faire applaudir dans un discours. Tu peux y aller un peu à l'instinct, ou alors tu peux utiliser des techniques rhétoriques, en l'occurrence ce qu'on appelle des clap-traps, des pièges à applaudissements. Ça a été bien étudié, il y a des techniques qui permettent, quand on les enchaîne, de se faire quasiment automatiquement applaudir dans un discours. Au fond, on a réussi à trouver l'équation de l'applaudissement. Eh bien, il y a quelqu'un qui est assez fort en équation, c'est Cédric Villani. Cédric Villani, mathématicien, député de La République En Marche, et qui, justement, hier soir, a présenté sa candidature à la mairie de Paris. Et justement, dans son discours, au cours d'une séquence, il utilise ce type d'équation. Il commence par structurer sa séquence en utilisant ce qu'on appelle une anaphore. Moi, président. Exactement. François Hollande. L'anaphore, c'est une suite de phrases qui commencent toutes par le même groupe de mots, moi, président de la République, de François Hollande. C'est assez efficace parce que ça va permettre de structurer un morceau de discours, de donner du rythme et de piéger l'attention des auditeurs. Chez Villani, ça donne ça. Que m'avez-vous dit? Que nous aimons le pari des sports, de l'engagement humain et associatif. Que nous aimons le pari de la COP 21. Que nous aimons le pari créatif et audacieux. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses. Que nous aimons Paris quand il est vivant et accueillant pour tous. Donc, les anaphores chez Villani, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir remplir avec du texte et pour ça, on va utiliser des antithèses. L'antithèse, c'est le fait de juxtaposer deux propositions opposées. Tu vas dire quelque chose comme « Nous ne voulons pas ceci, en revanche, nous voulons cela ». Ça, c'est la spécialité de Marine Le Pen. Elle fait notamment cela. C'est très efficace parce que ça permet de créer un ascenseur émotionnel. On va faire passer les auditeurs de la peur au soulagement, de la colère à la joie et ça sature la cognition, ça sature le cerveau des auditeurs tout simplement. Et chez Villani, ça donne ceci. Que nous aimons un Paris où chacun peut vivre, mais que nous redoutons le Paris qui fait fuir les familles, les plus modestes. Que nous aimons Paris dans sa musique et sa vivacité, mais que nous sommes fatigués des agressions. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses, mais que nous avons honte du Paris sale et désorganisé, pollué et confus dont se plaignent nos visiteurs. Les antithèses, c'est fait. Il faut conclure maintenant, il faut récolter tes applaudissements. Et pour ça, tu as besoin d'un crescendo, c'est-à-dire d'une montée en intensité progressive dans le discours. Comme ça, par exemple. Parce que c'est notre projet. C'est une belle montée. Ça, c'est pas une montée, c'est une explosion en intensité. Chez Emmanuel Macron, justement, c'était pas extrêmement maîtrisé. En revanche, chez Cédric Villani, ça donne quelque chose comme ça. Pour redonner aux Parisiens la fierté d'une ville d'avant-garde et l'harmonie de relations apaisées, il faudra résoudre bien des problèmes complexes et pour cela, travailler ensemble avec nos forces. Travailler ensemble avec nos forces. Donc moi, je préfère comme montée. Parce que c'est notre projet. Dans les deux cas, ça dérape un petit peu, mais pas de la même manière. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a notre équation de l'enthousiasme. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais celle-là, elle fonctionne. Anaphore plus antithèse plus crescendo égale applaudissement. Et donc, regardons ce que récolte Cédric Villani. Il faudra résoudre bien des problèmes complexes et pour cela, travailler ensemble avec nos forces. Bravo. Nous, là, la question, c'est pourquoi ça marche pas? Franchement, ça se fait up. Pauvre. Pourquoi? Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pas de se moquer de Cédric Villani, peu importe, parce que d'ailleurs, il y a d'autres passages de son discours qui sont plutôt bons. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi là, ça marche pas. Eh bien, ça marche pas parce que, précisément, un discours ne peut pas être
totalement mis en équation. Le discours, c'est de l'art oratoire. Alors comme tous les arts, ça repose sur une technique qui peut être apprise, qui peut être façonnée, qui peut être forgée, qui peut être enseignée. Mais en même temps, comme tout art, il y a une part de mystère, il y a une part de subjectivité, de création personnelle. Au fond, pourquoi est-ce que certains orateurs se contentent d'être bons alors que d'autres nous fascinent? Eh bien, on ne peut pas l'expliquer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chez Cédric Vinali, il n'est même pas particulièrement mauvais. Au contraire, même, il a un art oratoire assez étonnant, qui est plutôt lyrique, qui a quelque chose de l'art du conteur. Mais pour fasciner les foules dans un discours politique, ça marche moins bien. Au fond, c'est exactement comme si on avait du Michael Jackson qui était joué avec un quatuor à cordes. C'est pas moche, hein? C'est pas moche. En revanche, si tu veux faire danser le Stade de France avec ça, ça marche moins bien. Émilie, tu as rencontré un chercheur qui travaille aussi sur le discours et qui analysait celui d'Emmanuel Macron, avec qui vous avez travaillé. Oui, exactement. En fait, ils ont créé au CNRS une intelligence artificielle où ils ont fait ingérer plus de 1000 discours de président de la Ve République pour analyser le langage d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que c'est le président qui utilise le plus de mots dans la Ve République, au-delà de Georges Pompidou, parce qu'en fait, il va utiliser à la fois du latin, mais aussi du langage très moderne de start-up. Après, en fait, on se rend compte que Emmanuel Macron est l'héritier de Nicolas Sarkozy en termes de linguistique parce qu'il dit très souvent « je veux » et il parle très souvent du travail. Ils ont même été jusqu'à imaginer son discours de candidature en 2022 et ça donnerait « chères concitoyennes, chers concitoyens » plutôt que « chers compatriotes ». La question, c'est évidemment, est-ce que ce discours-là ne prouve pas que la parole politique est complètement robotique et donc prévisible ? Alors écoutez, il se trouve que pendant 3 ans, j'ai participé à l'écriture des discours du président Mitterrand. Donc c'était assez fascinant parce que j'étais son conseiller culturel, ce qui était étrange parce que conseiller quoi alors qu'il était très fort évidemment en culture. Et alors c'était assez marrant parce que vous pouviez dire, il y a des mots qu'il détestait, par exemple problème et enjeu. Donc, quand vous vouliez faire passer une idée à vous juste derrière, vous mettiez problème, alors il rayait, et puis son attention baissait un tout petit peu, et vous pouviez faire passer une toute petite histoire juste derrière. Donc, non, c'était assez extraordinaire. Ce métier-là de plume, il pourrait disparaître, il pourrait être remplacé par une intelligence artificielle, en fait. Oui, par des algorithmes, c'est un peu ce qui se passe, parce qu'il y a un certain nombre de rapports, par exemple des rapports de banque ici, qui sont faits, et alors on met un truc complètement formaté. De la même manière que quand vous avez des décisions d'achat, vous vous souvenez, dans les trucs, on vous dit, tiens, étant donné que vous avez acheté ça, vous aurez ça. Étant donné que vous aimez les grandes brunes, ben, je vais vous présenter encore une autre grande brune. Alors que justement, à ce moment-là, c'est une petite blonde qui vous plairait. Il y a aussi le rapport à la novlangue, Eric Orsena, c'est qu'aujourd'hui, on a un président qui utilise des termes de manager d'entreprise. C'est pour ça que les interventions comme les deux vôtres sont très importantes, parce que, au fond, quand on dit qu'est-ce que c'est que la première des républiques, c'est-à-dire la première des choses communes, res publica, c'est quoi? C'est la langue. On me dirait, est-ce que tu es, d'une certaine manière, plus français ou plus francophone? Je me dirais, je suis plus francophone. On dit langue maternelle parce qu'on vient de là. Donc si on abandonne ça, on abandonne son identité propre. Et tout le monde sait que quand on abandonne son identité, à ce moment-là, elle se venge. Et il y a des violences et des trucs comme ça et des replis. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que dans une émission de si grande écoute comme ça, raconter à la langue, c'est notre trésor commun. Vous y allez. C'est notre trésor commun. La vie scolaire est le film qui est en train de tout exploser au box-office. On se lasse pas de la bande-annonce. On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit maintenant. Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en 3e, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous, les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, j'ai la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va? Ah, bah, j'ai de la marche. Bravo, bien, un partout. Allez, ciao. S'il te plaît, Thierry. La vie de ma mère, la même tête que Van Gogh, c'est un truc de fou, c'est le même. Allez voir la vie scolaire. Comment vous expliquez qu'un film dans un lycée de Seine-Saint-Denis truste le box-office et battu Quentin Tarantino? Je sais pas, ouais. Nous, avec Mehdi, on a essayé de coller au plus proche de la réalité, de notre réalité. On a grandi dans ces collèges-là. Et donc, le premier truc, on sait que les comédies marchent bien.
c'est une comédie. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit, tiens, ça marche bien, il faut faire une comédie. Non, ce terrain-là, c'est une comédie permanente. C'est-à-dire qu'on a grandi au collège. Avant tout, on a écrit un film là-dessus. Et aussi parce qu'on a des bons souvenirs. Ouais. On a passé notre temps à rigoler au collège. Donc on a essayé, avant tout, dès le départ, de retransmettre ce goût de la vanne qu'on a appris au collège. Et puis on en parlait tout à l'heure, rapidement, derrière la comédie, on a essayé de parler aussi d'un postulat, d'un constat qu'on connaît bien aussi. C'est que le système scolaire dans ces quartiers-là ne marche pas bien. Vous êtes professeur de mathématiques, vous enseignez à Épinay en Seine-Saint-Denis et vous êtes aussi rappeur et vous mélangez vos deux passions pour apprendre les maths grâce au rap et vous faites appeler Great Teacher Isaba en hommage au Great Teacher Onizuka. Exactement. Expliquez-moi qui vous êtes. Radon Abbasi, tu l'as très bien présenté, Ouais. Professeur de mathématiques. Ouais. J'ai la passion du rap depuis très longtemps, d'abord en tant qu'auditeur. Et ensuite, comme beaucoup de personnes, je me suis mis à écrire des textes et donc à rapper. Donc ça fait près de 15 ans que j'écris un petit peu de mon côté, quoi. C'est vraiment par passion. Et donc comme j'ai toujours écrit sur mon vécu à moi, sur les choses que je vis, j'ai commencé à enseigner il y a 7 ans maintenant. Et petit à petit, c'est venu naturellement en fait, d'écrire sur mon métier, donc ce que je faisais à côté des maths. Et vous en avez même fait un clip d'ailleurs, vous l'avez posté Exactement. en juin 2017 sur les réseaux sociaux. Le premier s'appelait Pythagore. Depuis, vous êtes devenu un peu une petite célébrité de YouTube parce que vos vidéos sont vues des centaines de milliers de fois. Il y est toujours question de probabilité, de statistiques, de théorèmes, Exactement. comme celui de Thalès qu'on va regarder. Donc on est passé de Pete Bacardi à Pythagore. Il y a 2 triangles et il y a 2 configurations. Soit ils sont emboîtés, soit en mode papillon. Dans les 2 cas, faut vérifier l'alignement. En gros que les 5 sont tiennent sur 2 segments. Faut absolument qu'il y ait 2 côtés parallèles. Et tout ça, faut que tu l'écrives, ouais, n'est pas la flemme. Sans ça, ce n'est pas la peine d'utiliser le théorème. Il faut 3 conditions, si t'en manques une, et c'est ton même. Tout à l'heure, DJ Snake, tu nous expliquais que c'est littéralement la culture et la culture hip-hop qui t'a sauvé. Parce que ça t'a amené un champ de lecture de l'actualité différent et que ça t'a passionné. Est-ce que toi, si tu avais eu ça, ça aurait pu te motiver? Ouais, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai pas. En fait, c'est le format de l'école, le fait de s'asseoir, de vraiment de suivre un format en fait qui me correspondait pas. J'étais plus un électron libre. J'ai rencontré des profs super au collège, etc. Dédicace à Madame Savelon. Et que j'ai des profs comme ça qui étaient vraiment passionnés et qui arrivaient à partager ce truc, cette magie. Il fallait pas dire ça, DJ Snake, parce qu'on a une surprise. Donnez-moi son nom. Madame Etchekopar, je crois. Voilà. Ouais. On a quelqu'un sur ce plateau, comment elle s'appelle? Madame Etchekopar, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, en de musique. Voilà, parce que DJ Snake a dit... C'est ça? Non mais c'est une blague, elle est pas là. Mais non. Putain, j'étais au plus bas là. Parce que ça se passait pas bien avec elle. Ouais, c'est ça, c'est fou. Mais ce qui est ouf, c'est que à l'école, par exemple, j'étais le plus nul en musique. J'étais au fond de la classe, que des zéros tout le temps. Et après, je suis devenu quelqu'un dans le monde de la musique. Et c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont... Comment intéresser ces jeunes. Ah, c'est quoi ça? J'ai dédié ma nomination au Grammy Awards à ma prof de flûte de collège. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est fou d'être nommé au Grammy Awards, qui est quand même la récompense la plus prestigieuse du monde dans la musique, et de penser à sa prof de flûte au collège. Mais parce que, dis-toi qu'à chaque cours de musique au collège, j'étais en angoisse d'y aller. Et j'allais à l'infirmerie pour pas aller faire de la flûte, parce que je voulais pas faire de flûte. Et que la musique, c'est trop réducteur. Pourquoi faire de la flûte? Je sais pas, on peut apprendre la musique d'une autre manière, apporter la chose différemment pour intéresser les jeunes. Mais là, vous avez montré à l'Éducation nationale qu'on pouvait intéresser et parler aux jeunes de manière différente. Est-ce qu'il y a un système pour que les profs parlent à l'Éducation nationale de manière différente pour que vous soyez entendus? Après, moi, j'ai pas cherché à montrer à l'Éducation nationale. En fait, moi, je fais juste, c'est un truc que j'aime et qui m'est venu naturellement. Mais c'était pas pour prouver quelque chose, c'est vraiment un truc naturel. Et pour essayer de, en plus de ça, les petits, ils sont passionnés par le rap. Et le rap, en général, c'est relié à la street, à la rue, etc. Donc c'est pour prouver qu'en fait, le rap aussi, on peut aussi le relier à l'école, etc. Donc ça peut créer des ponts. Est-ce que DJ Snake, qui est pour moi l'ambassadeur de France dans le reste du monde, valide? Complètement. Voilà. Bravo. DJ Snake a validé. Bonsoir Rebecca Zlotowski. Bonsoir Mouloud.
Vous êtes la réalisatrice de la série événement de Canal+, Les Sauvages. À l'origine de la série Les Sauvages, il y a un auteur, 4 romans, un écrivain, et c'est l'heure du Qui es-tu. Émilie Papatheodorou, une question. Qui est l'auteur des Sauvages? Il s'appelle Sabri Louata. Entre 2012 et 2014, il a publié Les Sauvages, donc un thriller politique composé de 4 tomes. Sabri Louata a écrit cette tétralogie suite aux émeutes de 2005. Il a voulu décrire le feu dans les têtes de ces jeunes à qui on demande toujours, au bout de 3-4 générations en France, d'où ils viennent. On l'écoute. Le déclic du roman, ça a été les révoltes de 2005 dans les banlieues. C'était quelque chose, j'étais à Saint-Étienne, je voyais des hélicoptères qui traversaient la ville, qui était l'impression d'un pays qui était en train d'exploser en fait. Et l'impression d'une génération qui, comme elle n'avait pas eu la parole, la prenait de la pire façon qui soit, en brûlant des voitures. Moi, ce qui m'a vraiment rendu fou, c'est en 2005, moi je lis beaucoup de romans, je vois beaucoup de films, de séries, et je ne me voyais pas moi à l'écran en fait. Je ne voyais pas d'arabe. Il y avait un problème de représentation. Quand on n'a pas de représentation, la représentation, c'est comme un tueur silencieux, en fait. Ça tue des vocations. Et que c'est ce qu'on fait avec Les Sauvages. On change le regard, on change les représentations de façon souterraine, en profondeur. La représentation, c'est un tueur silencieux. Ça vous parle? C'est une formule qui est très forte. C'est une formule choc, importante. C'est un grand romancier pour moi qui est né au moment de pas seulement les émeutes, c'est surtout dans la génération qui est la nôtre, et qui essaye de revisiter un peu le récit national à l'aune de ce qu'il est. Et aussi, ça passe par le récit de sa ville, Saint-Étienne, qui est une ville dont, à mon avis, il y a du sens d'en parler quand on est dans une France post-gilet jaune, et un rapport avec des Français d'origine algérienne spécifiquement, parce que c'est le point aveugle de l'histoire de France avec sa décolonisation mal négociée, mal faite, pas expiée. Il y a quelque chose qui est toujours très important avec votre cinéma, c'est la première minute. Alors on va regarder la première minute des Sauvages. Bougnoul, Bougnoul, Makloufi, Bougnoul, Sahraoui, Bougnoul, Ben Boudaoud, alors là, gros Bougnoul. Que des Bougnouls. Oh non mais sérieux, Doun, t'as invité tous les Arabes de Saint-Étienne au mariage de Slim ou quoi? Écoute, Arabe, un mariage français, il n'y a que des Français. À nous, c'est normal qu'il y ait que des Arabes. Hein. C'est Aïda. T'es sérieuse? C'est Aïda la Tunisienne. Je comprends même pas pourquoi tu l'as invitée, celle-là. T'as pas honte de parler comme ça? Surtout devant tes enfants en plus. Ils entendent rien. Crime! Wouh! Crime! Crime! Oh, arrête, ils travaillent! Luna! Arrête de crier! Oh, ça va. Hein? J'ai même invité l'oncle de Wardat. Monsieur Aloulou! Non! Tu te rappelles de Skin, comment on lui disait la misère quand on était petite? On lui disait Monsieur Aloulou! Rebecca Zotoni, on vient de voir la première minute des Sauvages. C'est la nouvelle création originale de Canal+, et c'est la série de la rentrée, je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle dit, cette première minute? Elle met les pieds dans le plat tout de suite avec l'assignation Bougnoul, c'est-à-dire exactement ce que Sabri en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est l'idée d'utiliser, en fait, sans hypocrisie, le discours de l'ennemi, entre guillemets, mais surtout pour nous rendre tous plus intelligents. Moi, je crois en fait aux fictions qui disent aux gens « Vous n'êtes pas cette personne qui les prenait pour des bougnoules. Vous n'êtes pas cette personne qui les prenait pour des sauvages. » Vous avez mis du temps, vous, avant de filmer ces visages-là. Vous avez mis beaucoup de temps. Mais ouais, bah oui. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? Mais parce que j'en avais pas la conscience politique. Moi, j'étais comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme les Blancs qui sont dans un petit milieu qui a tendance à être un peu endogame. Ça veut dire à se regarder un petit peu. Je fais partie d'une industrie du cinéma qui est très belle en France parce qu'elle est libre, mais en même temps, de temps en temps, elle est un peu refermée sur elle. Elle a tendance à s'embourgeoiser. Et au bout d'un moment, on finit par filmer les gens qui sont face à vous sans réactualiser, sans reconsidérer ça. Et il suffit de prendre conscience du problème, prendre conscience du fait que dans la place de pouvoir, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les visages alors qu'on les voit dans la société civile, pour que ça change immédiatement. On va faire un tour en 2017 au Maroc, festival Mawazine, avec le chanteur Cheb Khaled sur scène. Avec cette image, c'est que DJ Snake a fait des morceaux avec Justin Bieber, avec Cardi B, avec Selena Gomez, avec les plus grandes pop stars, avec tout le monde. Et la personne qui l'a impressionné le plus, c'est Cheb Khaled. C'est une légende, c'est une personne qui a marqué l'histoire plein de fois. Et j'ai grandi en écoutant Khaled. Je suis quelqu'un de super ouvert musicalement.
J'ai grandi en banlieue, dans des endroits où il y a un peu de tout. On grandit avec des blancs, des africains, des jaunes, toutes les couleurs, toutes les origines. Et on grandit avec la musique des voisins le dimanche. Et voilà, c'est ce qui fait aussi ma force, c'est ce qui fait notre force dans ce pays. C'est le fait d'avoir plein de gens de différents horizons. Et moi, je vois ça comme une force. Certains voient ça comme une faiblesse. Ces gens la divisent. Moi, je réunis les gens. Edgar Morin, vous dites qu'on vit une crise d'humanité sans précédent, que c'est même pas une crise politique, que c'est une crise d'humanité. Qu'est-ce qui lui arrive à l'humanité? C'est que jamais l'humanité ne s'était trouvée aussi interdépendante que depuis ce processus de mondialisation qui s'est affirmé, qui a créé une sorte d'unification technique et économique sur le globe, où on peut se téléphoner de n'importe quel point à l'autre et toutes les économies communiquent. Alors, malheureusement, cette unification techno-économique n'a pas conduit à une compréhension entre les peuples, entre les gens. Et donc, cette humanité, au moment où enfin, elle peut prendre conscience de son destin commun, voilà qu'au contraire, la plupart des esprits se replient sur leur identité, sur leur particularité, sur leur ethnicité, et cherchent des boucs émissaires, des coupables, d'étrangers, etc. Et donc, au lieu de prendre conscience de notre solidarité vitale en face du processus historique que nous vivons. Après 5 ans de préparation, Némir, premier album où on retrouve les collaborations avec Nekfeu, Alpha One, Esprit Noir, Kiksa et Gros Mots. Album auquel vous n'avez pas donné d'autre nom que Némir. En galère de nom. Non, c'est même pas ça. C'est que... Si, on peut le dire. Disons-le. Non. Si, on peut le dire. Disons-le. Mais oui. J'aimerais qu'on parle de vous, de là d'où vous venez. De quel quartier? Je suis né à Perpignan et j'ai grandi à Perpignan dans un quartier qui s'appelle Saint-Jacques. Ouais. C'est un quartier gitano, arabe, bordello, n'importe quoi, tu vois. On a retrouvé un complément d'enquête sur France 2 qui était consacré à votre quartier, c'était en 2007. C'est incroyable. Ah, tu t'en rappelles? Bien sûr, ils montraient les classes gitanes où on apprenait à faire des maths aux gitans en leur faisant peser de la farine dans faire des crêpes, quoi. On regarde un extrait tout de suite. C'est vrai. Perpignan, un peu plus de 100 000 habitants, un peu moins de 10% de gitans. Ils occupent 3 quartiers et collectionnent les records. 80% de RMistes, 80% d'illettrisme. Voilà 5 siècles qu'ils se sont sédentarisés ici. Leur langue, le catalan. Leur fief, Saint-Jacques, le cœur historique de la ville, l'ancien quartier juif. Et si ce n'est pas un ghetto, ça y ressemble. Et si ce n'est pas un ghetto, ça y ressemble. Quelle horreur. Est-ce que le public peut le faire avec moi, le complément d'enquête? Et si ce n'est pas un ghetto, ça y ressemble. Quelle horreur, mais quelle horreur. On se bat tous les jours contre ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas 80% d'illettrisme, il y a 80% de gens qui sont multi-instrumentistes, qui savent jouer des instruments de la musique sans être allés à l'école. Il y a 80% de gens qui, malgré le fait d'avoir une scolarité un petit peu complexe et pas de diplôme, travaillent. Il y a pas mal de gens qui font de la menuiserie, des anciens métiers. C'est faux, il y a énormément d'espoir et voilà. Et moi, je fais partie de ces gens, on est là. Vous aviez quel âge en 2007 quand le documentaire est passé? Ouais, 16-17 ans, je crois. Comment on sent quand, à 16-17 ans, on voit à la télévision? Mais on en rigole, on se rend pas compte de la violence de ce genre de documentaire. Au début, on en rigole parce que c'est des documentaires qui ont tendance à caricaturer ce qu'on sait, nous. Et nous, on en rigole, et ce qui est marrant, c'est de caricaturer, bien sûr. Mais sauf que là, c'est un documentaire et qui s'adresse à des gens qui connaissent pas du tout cet environnement. Et quand ils cliquent et qu'ils voient tous ces murs tagués et des gitans complètement assis avec 80% d'illettrisme et de chômage, ils se disent, mais c'est la France, ça, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, en fait. Voilà, c'est de la caricature pure. On en a rigolé, mais parce qu'on se rendait pas compte de la violence, sinon impossible, on ne donnerait même pas la parole à ces gens-là. Fatou Diom, j'ai une question. Quels sont selon vous les mots qu'on peut rencontrer quand on est issu de l'immigration, qu'on est dans ces quartiers, qu'on est tous mélangés? Les mots négatifs sont souvent le handicap social, la perte d'identité, comme s'il leur en fallait une autre, puisque souvent ils sont nés ici. Donc leur identité, ce sont des Français de souche, même si ça ne se voit pas. Donc ce sont des Européens noirs et des Européens arabes d'origine,
Mais on parle aussi d'immigrés deuxième génération, troisième génération. Et c'est un non-sens linguistique parce que l'immigré, c'est celui qui a quitté son pays, son village ou sa ville avec sa petite valise et qui débarque. Une fois installés, les enfants auxquels ils donnent naissance ne peuvent absolument pas hériter de ce statut. Donc ce sont des Français d'origine. Zaya, vous êtes née en Algérie, Oui. vous avez grandi en France, maintenant Oui. vous vivez à Londres. Oui. Vous vous sentez de quelle nationalité? Je me Vous avez sens- quel rapport à l'identité? Je me sens surtout, je suis humaniste. Je suis juste un être vivant. Et je pense que nous sommes tous pareils, peu importe notre origine. Ça vous fait un point commun avec On Fatou a- qui prône l'universalisme. Oui, oui. On a tous les mêmes envies et les mêmes besoins. Et moi, du jour au lendemain, je pourrais déménager au Japon. Je pourrais tout aussi me sentir bien qu'en France. On vous a Et déjà apprécier fait leur sentir votre culture. arabité? Non, pas vraiment, mais même si on me l'a fait sentir, ça ne me gêne pas. Je suis arabe. J'aime la culture arabe. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes besoins que les Français et que je n'ai pas le besoin de cette liberté. Vous êtes le premier à avoir travaillé sur les fake news à l'époque de la rumeur d'Orléans, Émilie. Oui, on est en avril 1969 à Orléans. Une rumeur dit que des jeunes femmes disparaissent dans des boutiques de vêtements. Les cabines d'essayage contiendraient des trappes dans lesquelles elles disparaîtraient. Ces jeunes femmes seraient ensuite droguées, transportées à l'étranger pour se prostituer. Donc tout ça a des conséquences assez immédiates. Les commerces qui sont visés ne sont plus fréquentés. La presse va relayer cet événement et surtout la police va se pencher sur ces événements, sur ces faits divers. Vous aussi, avec votre équipe, vous allez vous pencher, vous allez aller enquêter à Orléans avec 5 chercheurs. Et il y aura 2 conclusions qui vont se dégager. La première, c'est qu'il n'y a eu aucun enlèvement de jeunes femmes. Et la deuxième, c'est que c'est des commerçants juifs qui sont visés. Vous l'expliquez en 1969, il y a une explication sociologique derrière tout ça. Le fantôme du juif qui, dans le monde chrétien occidental, est celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité, et finalement qu'on va sacrifier comme bouc émissaire, ce fantôme du juif commence à sortir des profondeurs où on le croyait à jamais enfoui. Alors, c'est ça, à mon avis, le terrain favorable de cette rumeur. Vous avez une sorte de spasme, de délire antisémite extrêmement passager et presque encore inconscient. On va passer du cas singulier, c'est un commerçant juif, au cas, à l'idée générale, ah, ces juifs quand même, ils sont bien tous les mêmes. Edgar Morin, les images qu'on vient de voir datent d'août 1969. 50 ans plus tard, état des lieux de l'antisémitisme en France. Est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, si vous voulez, ça fait partie de ce climat où d'un côté, ce sont les Arabes qui sont jugés dangereux et menaçants de remplacer les Français, mais l'antisémitisme a lui-même pris un renouveau, pas le même aussi intense qu'avant-guerre, mais il faut dire qu'il n'est pas mort. Et seulement, je dirais que l'anti-islamisme ou l'anti-arabisme ne doit pas nous cacher l'antisémitisme, lequel ne doit pas nous cacher l'anti-arabisme et l'anti-islamisme. Il y a eu un mystère pas possible tout l'été sur la série Les Sauvages, parce que quand on voyait ces visages avec le mot Les Sauvages, il y a plein de gens qui avaient peur. Expliquez-nous, levez le voile sur Les Sauvages, sur la série. L'histoire en 2 mots, elle peut se résumer comme ça. C'est le premier président d'origine algérienne arrive au pouvoir, Roch Dizem, espèce de Barack Obama hyper séduisant qui est à la faveur d'un alignement de planètes qui est pas loin de ce qui a amené peut-être Macron, c'est-à-dire un outsider à arriver au pouvoir, plutôt libéral, ancien prof de Harvard, donc hyper gentrifié, bourgeois, bohème, habitant une petite banlieue parisienne gentrifiée. Il arrive au pouvoir, il est victime d'un attentat le soir même de son élection. Et le mec qui a tiré fait partie de sa famille, puisque c'est le cousin de son gendre. Et ça crée une espèce d'inflammation, c'est un problème de médecin, ça. Ça crée un embrasement dans le pays, à l'échelle d'une famille, puis à l'échelle du pays. Et l'idée de Sabri Loata, que je trouve sublime, c'est de dire qu'un pays, c'est comme une famille. C'est-à-dire quand on a des communautés qui s'affrontent, c'est comme des membres de la famille qui s'affrontent et qui, malgré tout, sont obligés de coexister. Les sauvages, ça vient d'un mot latin, la selve, c'est la forêt. C'est ceux qui sont restés dans la forêt, ceux qui sont restés dans les bois. Nous, le but de la série, c'est de les faire sortir des bois pour montrer en fait à quel point ils appartiennent à l'histoire de France. Pour vous, c'était qui les Arabes? Comment est-ce que vous les voyez, pour rebondir sur ces propos? En tant que cinéaste, en tant que femme, citoyenne, en tant que française, qui a grandi dans le 13e arrondissement, qui a fait des études, qui a connu plusieurs vies, plusieurs expériences. Comment est-ce que vous voyez les Arabes?
Bah déjà, j'ai une histoire qui est particulière parce que il se trouve que j'ai une mère qui est née au Maroc et qui n'était pas à pied noir, qui était elle d'origine berbère, qui était d'Oujda. Ça va faire rire Jonathan Cohen parce que je dis Oujda comme quelqu'un de super snob. C'est à la frontière entre C'est à la l'Algérie et le frontière Maroc. entre l'Algérie et le Maroc. Donc j'avais une histoire personnelle qui m'amenait. Bon, il y a un côté quand même polonais, hein, ça se voit un peu. Mais donc j'avais une histoire personnelle, disons, avec la Méditerranée, ce Maghreb qui a fait partie de ma famille, de l'histoire familiale. Et après, je l'ai regardée comme une Française qui, elle, a bénéficié plein tube, plein pot d'une école de la République, d'un système de République française qui n'a pas fonctionné sur d'autres. White a failli s'appeler White Privilege, le privilège blanc. Au début, c'était un titre de travail. Yes, white privileged male. White privileged male. Mais ça faisait un petit peu trop plaisanterie. En tout cas, j'en ai parlé avec mon éditeur et on s'est dit que white, c'était bien plus simple, ça passait mieux et c'est assez suggestif de cette neutralité à laquelle j'aspire dans le livre. Alors je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est un titre accroche, que je parlais de racisme, alors que je ne parle pas du tout de racisme. Non, c'est juste que voilà, j'essaie de parler des choses qui nous entourent et comment essayer de rester calme dans cette société. Je ne pense pas que ce soit un titre qui soit accrocheur pour les groupes nationalistes ou... Lorsque je parle du fait que j'adore Richard Gere ou John Dillion ou la façon dont j'ai écrit le livre Moins que zéro, non, là dans ce livre je parle beaucoup plus de ma vie, des personnages que j'ai créés et l'état actuel des choses. Est-ce que vous, en tant que blanc, vous vous êtes senti privilégié ou bénéficié d'un privilège ? Oui, bien entendu, dans une certaine mesure. On nous le dit du matin au soir. On ne peut rien y faire, à vrai dire. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Et c'est dommage, cette politique de l'identité, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je pense qu'il faut y réagir calmement. Il ne faut pas créer de distinction en raison de la couleur, en raison de la sexualité, en raison de leur handicap, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Et en tout cas, c'est ça qui me pose problème avec ce type d'opinion. Et si vous lisez le livre, le titre du livre, et vous dites que c'est ce que je suis en train de faire, non, pas du tout. La couverture de ce livre qui s'appelle White va du noir au blanc avec plusieurs nuances. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre de la pensée de Bret Easton Ellis. Eh, vous avez vu le coq Maurice, là, celui qui gueulait trop fort? Il a été relaxé. Eh Maurice, t'as été relaxé? Sartec, hein? Ça veut dire que quoi? T'étais trop tendu ou quoi? T'avais besoin d'un massage? Super, j'adore les coques de téléphone, hein. Allez. Non, mais quand je pense qu'il y a des gens qui font un procès à un coq, les gars, un coq. Ça, c'est abusé. Oh. Non, mais ça, t'as raison. Comment on fait un procès? Il se défend comment, le coq? Son avocat, c'est un avocat? Non, mais Vinaigrette. ça, c'est le problème des citadins qui vont direct à la campagne sans passer par un stage d'initiation. Eh, vous attendiez à quoi, en fait? Non, mais Fadi, excuse-moi. Non, mais même en ville, chez nous, il y a des fous. Mais oui. En bas de chez nous, tous les jours, on a le même fou qui passe depuis 3 ans. Et tous les quarts d'heure, il crie tous les jours, alors qu'il ne pond même pas d'œuf. Il est relou. Oui, mais les coqs, ça pond pas d'œufs, Hakim, à la base. Eh ben, dans ce cas-là, qu'il ferme sa gueule. Pourquoi il crie? Moi, en tout cas, je pense qu'on pourrait s'adapter à la vie à la campagne. Tu vois, c'est bien, on pourrait cultiver nos propres légumes, tu vois, nos haricots verts, des maïs, tu sais, manger mieux. Tuer les lapins à main nue. Mais frère, tu crois que c'est la mourir dans le pré, la campagne, quoi? Ils souffrent, les gens là-bas. S'il y a des gens qui ont créé la ville, c'est justement pour fuir la campagne. Excusez-moi, hein, les campagnards. Oublie pas d'où tu viens, toi. Tu leur mens, mais pas à moi. Oublie pas d'où tu viens. Ouais, mais je viens d'Alsace. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais menti. Dis pardon. À qui? À eux. Pardon? Eh Fadi, tu savais qu'une vache de 600 kilos par jour, elle fait genre 30 à 50 kilos de bouse? Franchement, on est bien en ville. Ah bah de ouf. La pollution. Les meufs. Ah, la chaleur humaine dans le métro. L'immigration. Ah ouais. J'aime bien me frotter, moi. C'est l'heure du pestacle et aujourd'hui, Boon Aïe Min en personne. Si les gens savaient d'où on vient tous les deux. Oh, on vient tellement de loin, franchement. Putain, et je crois qu'il m'aimait, il m'invite le 11 septembre. J'ai déjà assez de problèmes avec les rebeux, tu m'invites comme ça. Et par contre, 11 septembre, une pensée pour toutes les familles des victimes. Hein. Ce jour où Oussama a détruit en 2 coups tout ce que Zizou a construit en 98. Parce que malheureusement, on vit dans cette société-là où un seul bouton noir peut stigmatiser tout le troupeau.
Là, je te dis ça, je parle de rebeu. Un jour, je commande un Uber. Et là, tu sais, je suis un peu connu maintenant. Tu vois. Enfin, je ne suis pas connu, genre, hey, regardez, c'est Kev Adams. On fait, regardez pas trop longtemps, tu vois. Et là, tu sais, il me fait ce regard, tu sais, de je te regarde jusqu'à ce que tu vois que je te regarde. Tu sais, les bonnes meufs, elles connaissent ça. Tu vois. À ce moment-là, tu sais, dans l'Uber, j'étais une bonne meuf. Et moi, j'étais là en Thaïlande pour arrêter d'être une bonne meuf. Et puis il me fait, mais vous n'êtes pas le chinois de la télé, là, celui de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? T'es sérieux, frère? On a confondu avec Frédéric Shaw. Mais on est le jour et la nuit. Et moi, c'est un soir d'éclipse. Et frère, on joue les 7 différences. Tu joues 7 vies. Et là, il enchaîne. Mais je suis sûr, je t'ai déjà vu sur Internet. T'es comédien, c'est ça? Et c'est ça qui m'a rendu fou, en fait. C'est pas qu'il est confondu deux Asiates. Hein. Moi aussi, je suis pas physionomiste. Hein. Salam alaikum, Jamel. Mais moi, je suis profondément gentil. Et quand tu fais le fou avec moi, moi, je peux faire plus fou que toi. Et là, je dis, moi, en fait, je suis pas vraiment comédien. Je suis cascadeur de films porno. Là, le mec, il tousse, il a son œil de verre qui tombe sur le siège passager, il attache ta ceinture comme ça, parce qu'il sent que le trajet va être dangereux. Il me fait, mais comment ça? Je fais, tu sais, dans les films porno, il y a plusieurs positions, certaines elles sont dangereuses, les Asiatiques, on est souple. Là, je vois, son œil, il bug, il remet toute sa vie en question. Est-ce que c'est la Terre qui est plate? Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Lune? Où suis-je? Frère, on va faire simple. Un jour, t'as kiffé sur un film. Dans ce film, c'était Wham. Et là, je vois son âme qui sort de son orbite, se jette par le pare-brise, appelle un autre Uber Pool, direction destination finale. Et là, il a plus parlé, j'étais tranquille pour tout le reste du trajet. Uber Pool, destination finale. Et ouais, il y a des vannes que tu télécharges après, frère. Ah, la connexion algérienne, ou poteau. Ah, frère. C'est leur donnée, elle passe par Aigle Azur. Ça décolle up. Ouais, vague d'actualité, on est là. En fait, je suis un génie. Donc. En fait, tu vois, c'est le vrai truc qui m'a saoulé, c'est que. Vas-y, reprends, frère. T'as inventé une note plus aiguë que la moyenne mondiale. Tu sais qu'il y a un dauphin qui va arriver, là. On va être obligé de lui jeter du galac. Bref. Ce qui m'a saoulé, en fait, c'est que c'est un Uber. Il y a mon nom sur ton téléphone. T'as qu'à le lire. T'as qu'à t'éduquer. Et même si t'étais dyslexique, il y a 0 lettre de pareil entre Bounaïmin et Frédéric Shaw. Toi, au Scrabble, tu fais des points négatifs, frangin. Et en fait, c'est juste ça, tu sais, le racisme. Le racisme, c'est juste de la bêtise, de la fainéantise. Moi, j'ai fait l'effort de regarder sur mon téléphone, de lire et de voir que tu t'appelles Oussama Toyota Prius ZX45P75. Et je savais que t'étais pas méchant. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut lutter efficacement contre le racisme. Alors, les jeunes, retenez bien. Ayez des bonbons et des chargeurs dans vos voitures. Parce que, bref, tous les Arabes, ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous chauffeurs Uber. Et je suis pas Frédéric Shaw. Merci à toi, Jamel, pour tout ce que tu fais. Bravo, Bounaïmin. À l'heure où les communautés se divisent et où les personnes ont tendance à se mettre les unes contre les autres, vous dites, moi, je me méfie des opportunistes qui utilisent le poids de la colonisation pour éviter de nous faire avancer. Oui, parce que la haine demande moins d'intelligence. Donc, essayer d'aimer les autres, essayer de les découvrir, c'est un effort, ça prend du temps. Alors que prendre l'histoire et tout ce qu'elle a de plus tragique et se bloquer sur ça, eh bien, vous pouvez détester les autres pour les 1000 ans à venir. Moi, je trouve que ce serait gaspiller mon temps de vie. Je suis consciente que la vie, elle est limitée. Pendant ce temps limité, que pouvons-nous faire si nous n'avons vécu que dans la haine? Mon Dieu, quelle tristesse. Donc oui, moi je crois à la réconciliation, je crois au dialogue. Mais sans oublier l'histoire. Sans oublier l'histoire. C'est ce que fait ce roman. Ah oui, ce roman n'oublie pas l'histoire. Donc je me souviens de mes ancêtres animistes, mais je me souviens aussi que Senghor parlait de la langue française qu'il mangeait comme de la confiture. Et je fais comme lui, et je crois à la troisième voie. C'est-à-dire qu'il faut perdre les complexes coloniaux des deux côtés. Donc le complexe colonial de l'Occident, c'est le complexe de supériorité. Et le complexe colonial de l'Afrique, c'est le complexe d'infériorité. Donc je voudrais juste que tout le monde garde les épaules à peu près droites.
et regardons-nous dans les yeux avec un sourire. Et autour de la table, nous pouvons parler de ce millénaire en frères humains, comme Voltaire convoquait la fratrie humaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un petit avant-goût sur Aristocrate de Eus l'Enfoiré, accompagné du génial Abdel Soulax. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. T'es dit, aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, et que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. J'ai envie de m'enfumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. Je passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rapta, 2500 bangers. Celle qui a voisiné 1 kilo de Menders. C'est la Rapta, 2500 bangers. Bon, Dana. Bonjour. Midi, Menders. Des plans à faire pour des bangers. Je suis choquée. C'est du Menders. Menders. Je me suis jamais senti aussi aimé. On met le tampon clic. Clic. Tiens, mon pote.